reportage littéraire. Alors oui, aux États-Unis, on parle de creative non-fiction pour désigner ces objets littéraires hors normes. Alors ça va être des auteurs comme Tom Wolfe, John Didion ou encore Norman Mailer, Hunter S. Thompson qui vont utiliser les techniques du roman pour décrire la réalité. Alors comment la littérature permet de regarder le monde différemment, de parler de l'info, de traiter l'info différemment. Ce que je propose de regarder aujourd'hui à travers 3 livres qui viennent de paraître. Et le premier, eh bien, c'est vraiment un objet littéraire non identifié. Ça s'appelle Elle va nu la liberté. C'est un livre de Maram El-Masri et c'est un poème commentaire télé. Ça se concrétise comment un commentaire poème télé? Elle se base sur quelles images? Alors en fait, elle va se baser sur ces images, ces photos, vidéos qu'on voit circuler sur Facebook et YouTube depuis le début de la Révolution. Ces images d'ailleurs qui sont souvent prises par le téléphone, avec le téléphone par les combattants, qu'on retrouve sur les chaînes d'actualité en continu et qui sont vraiment les images que Maram El-Masri peut voir. Elle vit en fait en France depuis 1982. Elle est née à Lataquié, qui a été le théâtre de combat en 62. Et elle le dit, Facebook, pour nous les exilés qui vivons à coups de calmant, notre patrie est devenue Facebook. En fait, Facebook, c'est leur fenêtre sur ce qui se passe dans leur pays. À quoi ressemblent justement ces poèmes d'actualité? Alors, ils sont vraiment le contraire du commentaire télé, à la fois dans l'intention, dans la forme, dans la voix aussi. En fait, Maram El-Masri, elle va être dans la spéculation, elle va essayer de donner à ces images de pères, de mères, d'enfants, elle va leur donner des destins, des passés, leur inventer aussi des noms. Alors, je vous propose de regarder par exemple une des images, voilà, où on voit une famille qui donne le biberon, avec un père de famille qui donne le biberon à son bébé. Voilà, c'est ici. Et donc, sur cette famille, au loin derrière, on voit une mère qui console son enfant, sans doute effrayée par les bombardements. Et elle écrit ceci: « Ce n'est pas une scène de western, c'est une famille en Syrie aujourd'hui. » Est-ce que vous avez des commentaires poèmes à nous faire entendre? Alors oui, j'aurais beaucoup aimé que Maram El-Masri s'en charge, mais bon, je vais me prêter à l'exercice avec plaisir en vous lisant un poème qui m'a beaucoup touchée, qui est le poème 5 et qui correspond, voilà, à la vidéo qui va partir maintenant sur YouTube. Alors, l'avez-vous vu? Il portait son enfant dans ses bras et il avançait d'un pas magistral, la tête haute, le dos droit. Comme l'enfant aurait été heureux et fier d'être ainsi porté dans les bras de son père, si seulement il avait été vivant. Effectivement, assez touchant. Où est-ce qu'on peut trouver ces poèmes? Alors, ces poèmes sont disponibles aux éditions Bruno Doucet à partir d'aujourd'hui. Et je vous conseille donc de vous jeter dessus, de les lire également à voix haute devant ces images. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est comment, avec le poème de Maram El-Masri, ces images vont prendre un caractère entre la fiction cinématographique et le documentaire d'actualité. Après l'actualité internationale, votre deuxième reportage littéraire serait plutôt à placer dans la rubrique Société, puisque ça nous emmène dans les dance bars de Bombay. Oui, c'est ça, les dance bars de Bombay, donc avec le livre Bombay Baby de Sonia Falero. Alors Sonia Falero, c'est une journaliste freelance qui travaille notamment pour le New York Times. Elle vit entre San Francisco et l'Inde, et d'ailleurs elle est née à Goa. Donc Goa, où elle est allée enquêter, l'Inde, où elle est allée enquêter sur ces bars à danseuses qui se comptent par dizaines de milliers à Bombay. Alors, hormis la taille du texte, qu'est-ce qui différencie ce livre d'un reportage qui serait publié dans la presse? Alors en fait, la grosse différence, ça va être l'existence de ce reportage tout simplement, puisque Sonia Falero avait essayé de le proposer aux journaux pour lesquels elle contribue d'habitude, et ils ont refusé en disant que ce n'était pas assez spectaculaire. Alors l'autre différence aussi, ça va être la forme du reportage. Il n'est pas du tout hiérarchisé. En fait, il va vraiment suivre les pérégrinations, les rencontres, les occasions qui se présentent à Sonia Falero. Donc elle nous plonge vraiment dans ce milieu. On est avec les danseuses, on va dans les bars où elles travaillent, on rencontre le patron qui nous raconte comment il subit les pressions, alors des policiers, des politiciens, de la mafia qui lui demandent des pots de vin. On est aussi avec ces filles qui, au fur et à mesure, vont se confier, nous expliquer comment elles ont fui une famille où il y avait de la violence. Certaines ont été violées dans leur enfance. Et elles ont fui ces familles qui voulaient les vendre. C'est le cas notamment de Lila, qui est le personnage principal, qui a 19 ans et qui, elle, a fui sa famille à 13 ans, qui l'avait vendue aux policiers du quartier contre quelques milliers de roupies. Donc elle est restée plusieurs mois pour cette enquête. Est-ce qu'elle a eu le temps aussi de l'élargir? Alors oui, c'est ce qu'on se dit. Effectivement, elle est restée plusieurs mois et ça aussi, elle n'aurait pas forcément pu le faire. Ça avait été une commande du New York Times. Et ce qu'elle arrive à élargir, c'est la question de la condition des femmes. Donc un sujet dont on a beaucoup parlé dans l'actualité récemment, voilà, avec les viols à New Delhi. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, en Inde, c'est simple, une femme, c'est au mieux
elle est considérée par sa famille comme une marchandise à vendre, et au pire, elle est considérée comme un fardeau dont il faut se débarrasser. Mais tout n'est pas si glauque, puisque Sonia Faleiro va pas verser dans le misérabilisme ni dans le sensationnalisme. On va aussi comprendre que ces filles sont contentes d'avoir fui leur famille. Elles jouissent d'une liberté. Alors, elles ne se prostituent pas, ce sont des danseuses, donc elles ne se prostituent pas officiellement. Et elles vont aussi avoir des rêves, donc on va partager avec elles dans des moments d'intimité très charmant entre les filles. Alors les rêves, c'est rencontrer le prince charmant, et pour certaines, le rêve absolu, bien sûr, c'est devenir une danseuse à Bollywood. On va finir avec un sujet un peu plus léger, un sujet qu'on dit de fin de canard dans notre jargon. Oui, exactement. Alors là, ça serait plutôt pour les pages évasion, voyage, on va dire des suppléments hebdomadaires des quotidiens. Alors, il s'agit de Trans Wonderland, sous-titré Retour au Nigeria, qui est le premier livre de Nosaro Wiwa. Alors, qui est une sorte de guide de voyage, mais pas totalement, parce qu'on l'a vu, c'est des formes un peu hors normes. Alors, Nosaro Wiwa, c'est la fille de Ken Saro Wiwa, qui était un militant Ogoni qui a été tué par la dictature au Nigeria en 1995. Et aujourd'hui, elle vit à Londres, où elle écrit des guides de voyage. Alors, j'ai eu la chance de la rencontrer à Brazzaville, où j'étais allée au Festival Étonnant Voyageur en février, et je lui ai demandé comment elle a eu l'idée d'écrire ce livre. Alors, je vous propose de l'écouter. Ma vie au Nigeria se résumait à rendre visite à mes grands-parents, mes tantes, mes oncles et mes cousins. C'était tout. Et lorsque j'ai eu 19 ans, mon père s'est fait tuer. J'ai décidé de partir. Je me suis éloignée de ce pays et surtout, je ne voulais pas y retourner. Mais j'ai passé beaucoup de temps dans d'autres pays d'Afrique, comme touriste ou pour y travailler. J'ai beaucoup aimé vivre au Ghana, à Madagascar ou en Afrique du Sud. Et je me suis alors dit, pourquoi ne pas retourner au Nigeria de cette façon-là, comme touriste, et finalement tout refaire différemment, en mettant de côté mes souvenirs comme la mort de mon père. Juste visiter le pays avec un regard neuf. Du coup, son livre, c'est un journal intime ou un guide de voyage classique ? Alors en fait, c'est les deux, et c'est vraiment toute la richesse de ce livre. Donc on va le voir, elle a effectivement pris le parti de découvrir le Nigeria comme une destination touristique. D'ailleurs, Trans Wonderland fait référence à un parc d'attractions qu'il y a à Lagos. Donc voilà, je vous propose de regarder les photos qu'elle a prises pendant son voyage. Dans le livre, elle va consigner son étonnement devant son pays, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'est pas du tout dans la langue de bois. C'est-à-dire qu'elle accepte le fait que, ayant vécu surtout à Londres et en Europe, elle est étonnée par absolument tout, à la fois la violence de la ville, l'excitation de Lagos, les coutumes. Et voilà, donc je vous conseille vraiment de le lire, puisque c'est un super moyen de découvrir le Nigeria, très différent des guides habituels. Merci beaucoup Gladys, c'était la chronique littéraire. Restez avec nous juste après la pause, ce sera sur le net.